j'aimerais juste faire une pub pour le Cinéblog parce que cette idée, je ne sais pas si c'est l'idée de qui, là, si c'était vous, mais l'idée d'avoir un blog spécifique sur les films interculturels et que ça sert comme espace de documentation de nos analyses des films de l'interculturel dans le cinéma, c'est vraiment c'est une solution à un problème que j'avais depuis, je dirais, facilement 5 ans. J'essayais de trouver une façon de mobiliser le labo autour de l'analyse des situations interculturelles dans les films, parce que c'est vraiment un outil très, très riche. Mais c'est juste maintenant, c'est une autre, un des petits avantages de la crise, de la pandémie. Ça nous a forcé à comme agir autrement et on a comme trouvé de façon magique l'outil qui est vraiment le mieux pour ramasser tout ça. Non seulement les analyses de l'équipe, mais il y a plein de travaux d'étudiants de différents cours parce que je donne ça comme exercice dans mes cours aussi. On est en train aussi de faire des liens avec Farah qui va faire des exercices semblables. Donc, il y a vraiment une belle synergie dans cet exercice-là. Joseph. Est-ce qu'il y a des outils d'analyse des films que vous utilisez? Oui, tu pourrais m'envoyer les... Oui, en fait, si tu vas, Mathilde, les outils sont sur le blog? Non, ils ne sont pas sur le blog. Je ne savais pas si on pouvait les mettre publics ou pas. Oui, on peut. Moi, je pense que c'est intéressant. Je vais les rajouter au blog. Juste s'assurer qu'on a la bonne version. Ouais. Oui, Joseph, depuis une dizaine d'années, je travaille sur des consignes pour le travail des étudiants de bac et de maîtrise. Et donc, c'est peaufiné à travers le temps. Ce n'est pas parfait, mais ça donne au moins un cadre partagé pour les gens qui aimeraient faire une analyse interculturelle des films. Et on insiste beaucoup sur l'idée qu'il faut avoir une grille d'analyse interactionniste qui permet d'expliquer les univers des uns et des autres. Donc, mais c'est très provisoire ou préliminaire. Au moins, ça nous donne des outils de base. Donc, allez visiter le site. Mathilde et moi, on travaille un peu là-dessus pour le fournir, l'étoffer. Peut-être justement, Mathilde, après la réunion, on peut essayer de se parler un peu pour voir la suite. Deuxième, c'est l'abri solidaire, une autre activité qu'on a démarrée. Qui, maintenant, je pense qu'Isabelle, vous avez prévu une réunion la semaine prochaine pour la suite. Je vais la céduler. Dans le fond, l'abri solidaire est un petit peu en mode réflexion, dans le sens où, oui, on veut aider, mais c'est comment arrimer, dans le fond, nos actions avec celles du terrain qui est un peu dans une situation un peu chaotique. Fait que je suis en train de prévoir la prochaine réunion, à la fois de savoir quelles ressources que nous, on pourrait offrir, puis voir comment on pourrait aider sur le terrain. Puis le deuxième, ce serait aussi de penser à une réflexion sur justement cette solidarité qui refait surface, puis qui en même temps qui est si fragile. Donc, à la fois des actions concrètes sur le terrain, mais en même temps une réflexion sur cette logique de solidarité qui pourrait... OK. Donc, ça va être un peu le côté pratique de l'atelier que vous avez donné la semaine passée. Mais il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire et sur quelle temporalité. Parce qu'il y a différents moments, il y a des actions qui peuvent se faire actuellement, qui sont beaucoup concrètes sur les terrains. Et en même temps, il y a beaucoup de réflexion à faire sur, oui, mais après, qu'est-ce qui s'en vient? Où on peut aider à reconstruire un peu. Je pense qu'un des éléments qu'on contribue à cette réflexion qui est très important, c'est la temporalité. Donc, Isabelle et moi, on travaille sur un petit PowerPoint qui va donner des éléments un peu interdisciplinaires sur la question de la gestion de la crise en général. Et on va essayer de voir un peu comment ça joue à travers le temps. Donc, on vous fera un retour là-dessus. Ça va être un outil qu'on va partager avec les collègues et les partenaires quand c'est terminé. Très bien. Donc, Isabelle, tu nous relances pour ça la semaine prochaine? Oui, en fin de semaine. OK, super. Tu n'es pas supposé travailler le week-end. Tu trouves qu'on n'a pas assez de règles comme ça déjà? Oui, c'est ça ce qu'on appelle double mind. Là. Je mets Isabelle en double mind. OK, donc très bien. Je m'excuse pour le retard. Cet atelier est un atelier un peu charnière dans le sens où on termine le premier cycle des ateliers.
Excuse-moi, j'ai oublié, avant de parler de l'atelier, de juste demander à Maude si elle peut nous faire un peu un retour sur l'état de la situation avec les ateliers, étant donné qu'on arrive à la fin du premier cycle d'ateliers. Tu veux que je résume notre discussion d'hier, finalement? Oui. Euh, Parce que j'ai déjà oublié. Finalement, hier, j'ai discuté avec Bob. On s'est rendu compte que, finalement, c'est le dernier atelier qu'on avait prévu. Est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que tout le monde va être d'accord qu'une petite semaine de pause ne fera pas de tort. Et ça tombe magicalement, je pense, sur la journée du travailleur. Donc, ça tombe bien. La semaine prochaine, le 1er mai, autrement dit, on ne fera pas d'atelier la semaine prochaine. Mais ce n'est pas une fête du travail, alors. Si on ne travaille pas. C'est ça que je me suis demandé aussi. C'est un paradoxe qu'on va embrace. Oui, mais je pense qu'il faut fêter le travailleur et pas le travail. Oui, c'est ça. Tout spécialement que les capsules, de toute façon, on ne suit pas le rythme. C'est un peu plus long qu'on aurait aimé que ça le soit. Donc, Bob a lancé l'idée hier a lancé le message pour savoir les idées de sujets. Je pense qu'un qui fait l'unanimité, c'est les personnes âgées et le confinement. Et est-ce qu'on lit ça avec aussi la mort ou non? On pourra en discuter. On voulait faire quelque chose pour rendre hommage à Robert Vachon. Ça, je pense qu'on s'est entendu sur fin mai. Ce serait le 29 mai. Bob veut faire quelque chose sur la solidarité en lien avec la Journée internationale, pas la solidarité, le vivre ensemble, excusez-moi, avec la Journée internationale du vivre ensemble. Donc, ça serait le 15 mai ou le 16 mai. Il nous resterait peut-être 2 ateliers à prévoir. Donc, un qui serait sur les personnes âgées et l'autre, il y avait différentes idées. On pourrait regarder ça. Je pense que tout le monde est d'accord pour continuer. Je vois que Véronica a un thème à proposer que je ne vois pas la suite. On regardera après. Si on fera au pire un genre de... Je trouverai un outil là, pour faire le vote ou peu importe. Je pense qu'une des choses qui a fait aussi qui a fait l'unanimité, j'ai pas vu tout le monde, mais on a proposé, et certaines personnes étaient d'accord, c'est que ce soit un intervenant qui parle. Parce que nos sujets semblent quand même assez lourds et complexes. Fait que juste avoir 5, 6, 7 minutes par personne, c'est peut-être pas trop. Je pense qu'on est rendu là. Est-ce que j'ai d'autres choses? Je pense que c'est à peu près ça. Moi, je souligne alors Puis si vous voulez en discuter maintenant, on peut le faire, mais je ne veux pas trop voler plus de temps de nos collègues parce qu'ils sont 3 pour présenter. Mais ce commentaire sur le nombre d'intervenants, c'est très pertinent. L'idée au départ, c'était de s'assurer que le travail ne soit pas trop lourd pour une seule personne. Donc, peut-être qu'on peut faire une formule où on est 2 ou plusieurs à travailler là-dessus, mais il y a une seule personne qui présente, je ne sais pas. Mais c'est sûr que ce que je pense que j'ai vu aussi en travaillant sur les capsules avec Mathilde, puis ce que Joseph a dit, puis le commentaire que les sujets sont lourds, c'est qu'on est en train de parler des choses. Il y a beaucoup à dire. Joseph parlait de peut-être faire un livre, puis c'est sûr que ça suit l'idée. Moi, j'avais dit qu'avec toutes surtout moi, quand je fais les capsules, je vois qu'il y a vraiment des liens, des sujets transversaux à travers ce que je travaille. C'est sûr que là, en faisant les capsules, c'est un peu frustrant des fois parce que c'est comme, il faut qu'on coupe, là, puis je sais qu'il y aurait beaucoup de choses à développer. J'avais déjà pensé peut-être faire un article qui rassemblerait tous ces thèmes-là, mais maintenant que Joseph l'a proposé, c'est vrai qu'un livre avec des chapitres par thème, ça serait peut-être plus facile à mettre tout ça ensemble. Donc, est-ce que les ateliers, c'est le meilleur moment pour développer extensivement le sujet? Peut-être pas, mais il y a clairement du matériel pour aller plus loin. Surtout si on voudrait se baser sur l'actualité. Mathilde a continué à faire une veille sur l'actualité. J'ai trouvé un outil où on peut tout garder les liens web qui viennent de Twitter ou de tout... Donc, ça facilite la veille. Je pense que Mathilde continue sur cette vague-là. Si on voudrait se baser avec les données de ce qui se dit dans l'actualité, ce serait vraiment possible. C'est ça. Moi, je pense que ça serait une bonne idée de peut-être, à la fin des 2 cycles, donc le mois d'avril et le mois de mai,
de reprendre un peu tous les textes qui ont été écrits et minimalement, si ce n'est pas un livre, on verra, là, mais minimalement proposer une sorte de la publication immédiate d'une sorte de livre numérique. On peut le mettre sur le site, on peut le rendre disponible pour avoir des commentaires ou des réactions en forme d'ouvrage collectif. Et si on le publie nous-mêmes sur le site, bien, ça reste dans l'actualité. Et ça nous donnerait le temps de peut-être travailler les chapitres de façon individuelle ou dans petits groupes et par la suite aller proposer ça dans la collection Pluralisme au Plume. Et il y a vraiment, moi je pense qu'une chose qu'on a compris avec chaque capsule, avec chaque atelier, c'est qu'il y a des niveaux de complexité d'information. Le premier niveau, c'est notre premier niveau un peu habituel de fouillis, de chercheurs et complexité. Et l'autre extrême, c'est un peu un texte écrit aux journaux ou bien un petit capsule multimédia. Moi, je pense qu'on peut s'occuper des différents niveaux facilement, mais il ne faut pas que les gens se sentent limités dans la recherche qu'ils veulent faire sur un sujet. Je pense que un petit livre numérique édité par le Labri, ça pourrait s'assurer qu'on ne perd pas de bout. C'est un peu ça la conclusion que je fais de ça. C'est ça, c'est toujours, si les gens le veulent, Oui, c'est ça, optionnel. Moi, je vois qu'il y a du contenu, puis il y a des sujets à traiter et à approfondir, mais si les gens le veulent et s'ils ont le temps, bien sûr, toujours. Exact. Et Mathilde et moi, on travaille sur la meilleure façon de, comment je peux dire, de réunir toutes les informations de chaque atelier. Et si ça marche bien, on pourrait aussi créer une autre page sur le site web qui réunit l'ensemble des éléments des différents ateliers qui pourraient peut-être se ressembler à une sorte de livre numérique. Donc, merci à tout le monde pour votre contribution dans cette première étape. Alors, je propose de continuer au mois de mai, mais on va se donner une petite pause le 1er mai. Ça serait donc une reprise le 8 et il nous resterait 4 séances au mois de mai pour remplir. On va vous envoyer une proposition de programmation après qu'on a voté un peu sur les thèmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur le processus? Non? OK. Ça fait mon affaire parce que je veux commencer l'atelier. Donc là, on invite donc Jessica, Jorge, Daniel à nous... Ah oui, juste avant de commencer, je vous envoie le lien pour la première page qu'on a publiée sur le premier atelier. C'est sur le site du labo. Il y a déjà des éléments qui ressemblent à une capsule, mais le premier capsule est en préparation. On va vous donner des nouvelles là-dessus très bientôt. Donc, Jessica, Daniel, Jorge, comment vous avez prévu la présentation? Daniel, on a prévu, oui, ben en fait... Parler les trois en même temps. Non, ça... Tout à fait. Je vais lancer le Bob, avec ce qu'on a préparé, Jessica, Jorge et moi. On n'a pas de PowerPoint, on a un document commun qui va servir de base à nos réflexions. Dans le fond, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est initier une réflexion ou, pour certains, poursuivre une réflexion sur la COVID et certains enjeux liés à, c'est le thème de la journée, là, la précarité du travail, les inégalités sociales de santé. Quelles leçons on peut tirer de tout ça? Donc, vous allez pouvoir nous lancer le document? Ben... Oui, le document, on va le peaufiner, on va le rendre disponible dans les prochains jours. Avec mes deux comparses, on a l'intention on en avait parlé hier, là, de peut-être le soumettre à une revue grand public. Là. Ah oui, cool. Et puis, on en parlera plus tard là, de ça. Dans le fond, bon, c'est peut-être un peu tôt pour tirer des leçons de la pandémie de COVID qui remue toute la planète. Mais ça fait quand même, ça suscite chez nous toute une réflexion sur les travers de notre société.
Et puis, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Puis, pour répondre à ta question, Bob, ta question de tantôt, on assiste depuis au moins depuis le début des années 80 à une série de réformes du système de santé. On n'a parlé que du système de santé, qui sont faites sur un fond de crise économique ou de volonté d'assainissement des finances publiques. Ça a porté plusieurs noms, ça, comme vous le savez. Hein. On a parlé de modernisation de l'État, de réingénierie. Ça a porté plusieurs noms qui sont devenus comme des mots d'ordre. On a introduit à travers ça différents modèles de gestion, comme en anglais, c'est la New Public Management, le Lean Management, que certains d'entre vous connaissez peut-être, et puis des modèles qui misent sur l'imputabilité, les incitatifs à la performance, rationaliser le service, l'organisation du service, de la même manière qu'on rationalise la production dans le secteur manufacturier. D'ailleurs, ces méthodes-là de gestion viennent directement du secteur manufacturier. Donc, on applique ça à la santé et en espérant que les gens produisent du service sans perte de temps. Hein? Donc, sans perte, et ce qu'ils appellent aussi éliminer les actions qui n'ont pas de valeur ajoutée. Hein? Et ça, c'est le langage même du lean management, mais on ne dit jamais ce que ça signifie qu'une action sans valeur ajoutée. Quand on traite avec les êtres humains, on pourra en reparler plus tard. Donc, ce qu'on voit dans le système de santé, donc depuis les réformes des années 80, c'est sur le plan du travail, c'est un travail sous pression, par exemple, des moyens insuffisants, des problèmes de communication aussi, une fragmentation des collectifs de travail. Hein. Les gens nous disent souvent on n'arrive plus à travailler en équipe ou c'est très difficile de se réunir pour réfléchir à nos actions parce qu'on n'a plus le temps, parce que, bon, on travaille sous pression, intensification du travail, de la cadence. Et puis, ce qu'on voit apparaître aussi de plus en plus, les gens ont peur de commettre des fautes professionnelles, la perte d'autonomie professionnelle. Tout ça, c'est des choses qui résultent de l'implantation de certaines modalités de gestion. On pourra vous fournir aussi des références parce que ce n'est pas les références qui manquent. Il n'y en a pas des masses, c'est sûr, parce que c'est quand même assez nouveau comme champ de recherche, mais on en a. Donc, on pourra vous fournir tout ça au moment opportun. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est le contexte général. Hein? Puis, les réformes que Goldjak appelle l'idéologie managériale, ça a pénétré le système, notre société en général, même dans les années 70, après ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Donc, dans tous les secteurs d'activité, je parle de la santé, mais c'est tous les secteurs d'activité ont subi cette pression-là productiviste et rationalisatrice, si on veut, de la production pour faire du chiffre, hein, entre guillemets. Et voilà. Avec la crise du SARS-CoV-2, hein, la COVID-19, ben, c'est certain que les effets de ces restructurations-là, dites aussi néolibérales, qui étaient connues avant, mais bon, aujourd'hui, on voit apparaître l'impact, ça met en relief, disons, l'impact de ces réformes-là sur l'organisation et notre capacité à répondre aux besoins de la population. Il suffit de lire la presse locale tous les jours pour voir à quel point, dans certains milieux, on frôle la tragédie humaine. C'est pas, puis je pèse à peine mes mots, hein, ce qui se passe dans les CHSLD en ce moment, c'est une honte nationale, mais internationale, parce qu'on voit aussi que c'est la même chose en France, aux États-Unis, en Allemagne. La plupart des pays de l'OCDE ont connu les mêmes vagues de restructuration du service public. Donc, aujourd'hui, on en
paie les pots cassés. Mais ce n'est pas nouveau. Donc, mettre ça sur la faute de la gouvernance actuelle, c'est une erreur à mon sens. Mettre ça sur le dos de Barrett, c'est une erreur. Quand on personnifie les problèmes, c'est jamais de bon augure parce qu'il y a tout un système derrière. Donc, Barrett a poussé encore plus loin la réforme, mais ça avait été mis en marche avec Bolduc avant lui, avec le PQ bien avant eux, avec ceux qui s'en souviennent là, de le virage ambulatoire avec le ministre péquiste Rochon, hein, ceux qui se souviennent de ça. Hein, ça avait été le moment où le système de santé a commencé à être charcuté, et où on a commencé à faire appel aux entreprises privées, les partenariats publics-privés. Et voilà. Donc, c'est une longue chaîne où se succèdent des réformes qui laissent toujours plus de place au secteur privé et où les modèles de gestion toujours plus centralisés, standardisés, qui fait que vous allez voir où on va en venir avec ça et où on tient un peu de place au contexte précis du travail avec ces indicateurs-là. Donc, est-ce que, par exemple, les conditions de la pratique interculturelle, l'implantation d'approches interculturelles sont excuse-moi l'anglicisme, fit bien dans l'application de ces évaluations-là standardisées ou centralisées? Pour ma part, la réponse est claire, c'est non, ça ne fit pas dans le modèle. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est juste on lance la discussion. Là, on parle de la santé qui est à défaut de répondre aux besoins de la population et qui est aussi à défaut de protéger ses propres travailleurs. Précarité du travail, donc c'est aussi la vulnérabilité de certains travailleurs qui sont en ce moment sur les lignes de front, qui sont donc très vulnérables par rapport au risque de choper la COVID-19, mais qui sont vulnérables aussi par rapport aux conditions de travail dans lesquelles elles étaient avant la crise. Donc, la crise actuelle ne fait qu'amplifier les difficultés vécues dans le milieu. Donc, voilà, c'est un constat, malheureusement, qu'on peut dresser maintenant. Et j'espère que ça va ouvrir les yeux à de nombreux décideurs en ce moment parce que, comme j'ai dit plus tôt, ce n'est pas nouveau. Hein, c'est connu, mais pour des raisons X, Y ou Z, on a fait fi de tenir compte de la levée de bouclier qui a été faite par rapport à ça. Donc, ce n'est pas en mettant des plasteurs sur le bobo, en faisant venir l'armée ou en mobilisant les professionnels en situation d'urgence qu'on va régler le problème. L'après-crise va nécessiter l'heure des bilans va être importante, si vous me permettez. Donc, on parle de précarité du travail, on parle de vulnérabilité. Ça, c'est certainement, je vais laisser peut-être Jessica nous parler de la précarité parce qu'elle y a consacré une bonne partie de sa thèse, c'est certain. Et puis, on continue aujourd'hui à se questionner là-dessus. Et puis après, Roré nous illustrera la question de la précarité à partir des exemples des travailleurs étrangers temporaires dans le secteur agricole. Et puis, ça fera le tour, je crois, de notre présentation. Il y a aussi l'effet cumulatif dont on veut parler à la fin. Et puis, voilà. Mais Jess, veux-tu nous parler un petit peu de la précarité? Tu as écrit là-dessus avec Sylvie Gravel. Hein? Oui, je peux bien. C'est juste qu'avant, je voulais juste préciser, en fait, que je trouvais intéressant dans le thème qu'on est en train de réfléchir là, sur la précarité, les inégalités sociales de santé en lien avec la pandémie actuelle, c'est que
les emplois qui sont jugés comme essentiels en ce moment, pour la plupart, ont des conditions de travail précaires pour lesquels ils sont exposés à plusieurs risques professionnels, que ce soit par rapport à des produits chimiques, par exemple, dans le nettoyage, que ce soit, bon, bien sûr, au niveau biologique, on n'en doute pas en ce moment là, à cause du COVID, mais tout ce qui est que nous, on nomme biomécanique ou ergonomique, donc tout ce qui est la manutention, mais aussi psychosociaux, parce que si on prend juste dans les petits commerces en ce moment, de vivre avec le stress, l'anxiété des clients. Donc, tout ça, tu sais, ils vont cumuler, en fait, plusieurs risques professionnels pour lesquels que même avant COVID, en fait, le COVID-19, en ce moment, fait juste amplifier le problème au niveau de la santé au travail parce que dans une fréquence ou encore dans une... Je dirais, c'est ça, plutôt dans une fréquence. Donc, c'est de plus en plus fréquent qu'ils vont être exposés à tous ces risques-là au quotidien et qui n'ont pas les mesures de prévention adéquates ou encore les statuts qui leur permettent d'avoir accès aux mesures préventives qu'ils auraient droit selon notre régime québécois en santé au travail. Donc là, c'est sûr que moi, j'avais plus étudié au niveau des travailleurs d'agence, mais en fait, ce qu'on se rendait compte quand j'avais commencé à regarder au niveau de la précarité, bien, on pouvait, pour définir en fait un travail précaire, à partir de la littérature, on identifie comme 4 principales dimensions qui est vraiment l'incertitude par rapport à la durée de l'emploi. Donc, est-ce que ça va continuer ou non? Donc, par exemple, les contrats qui ont une date, une durée limitée, déterminée. Donc, ça devient une des dimensions de la précarité. Ensuite, lorsqu'on parle un peu du faible contrôle, hein, que ce soit au niveau, nous, comme travailleurs ou de manière collective, donc dans l'équipe de travail, des conditions de travail, de revenus, mais aussi des horaires ou des heures travaillées. Donc, ça aussi, c'était comme une autre dimension qu'on identifie comme une condition qui définit, dans le fond, la précarité. Toute la faible protection des travailleurs, on se rend compte que souvent, ces travailleurs-là ne sont pas dans des emplois ou dans des entreprises plutôt syndiquées, donc leur force ou encore l'exercice de leurs droits individuels devient difficile par crainte de représailles, donc soit congédiement, harcèlement, discrimination, etc. Tout ce qui est la quatrième dimension, qui est plus l'insuffisance des revenus, la vulnérabilité économique de manière générale. Donc, ça, c'est vraiment l'autre définition. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai beaucoup étudié la précarité, mais quand je suis arrivée à l'IRSST, Daniel parlait beaucoup de vulnérabilité. Et finalement, on a trouvé des études qui permettaient de faire les liens entre les deux, qui étaient que, dans le fond, les conditions d'emploi précaires, ça crée, dans le fond, les formes de vulnérabilité auprès des travailleurs. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, on pourrait même dire que les conditions d'emploi précaire, c'est plus comme un niveau méso, mais ça amène des conséquences au niveau plutôt micro, qui est vraiment le travailleur ou même un collectif de travail. Donc c'était vraiment cet élément-là, mais aussi à travers, dans le fond, les études que j'ai faites avec Sylvie Gravel en gestion de la santé et sécurité au travail, puis aussi dans ma thèse, bien, comme on parlait tantôt, Daniel parlait du cumul des stigmates qu'on avait étudié dans le cadre de la réadaptation de travail là, auprès des travailleurs immigrants qui avaient subi une lésion professionnelle importante, grave, dans la plupart des cas. On se rend compte, quand je parlais tantôt de l'exercice des droits ou encore de l'accessibilité aux différents mécanismes de prévention qui sont prévus dans notre société, en fait, au Québec, là, après, juste au Québec, vu que notre système est au Québec, c'était vraiment lorsqu'un travailleur va cumuler ou du moins va vivre différentes situations de précarité, clairement, ça le rend de plus en plus vulnérable. Donc, tous les droits qu'on dit qu'on est supposé d'avoir, que ce soit droit du travail, que ce soit droit en matière de santé au travail, bien clairement, ça devient difficile pour eux
de pouvoir exercer ces droits-là. Puis, les 4 éléments qu'on avait identifiés, dans le fond, avec Sylvie, à travers nos études, c'était vraiment la précarité du lien d'emploi. Donc, si, par exemple, tu as un lien d'emploi soit temporaire, contractuel, temps partiel, sur appel, travailleur d'agence, donc location de personnel, sous-traitance, tout ce qui est étranger, donc tout ce qui est ces différents liens-là. Donc là, déjà, si ton poste dans lequel tu as un lien d'emploi qui est déjà précaire, bien, clairement, ça va être plus difficile. Puis si tu le cumules à, par exemple, un statut, donc de résidence ou travailleur étranger temporaire, réfugié ou autre, là, ça t'amène une autre deuxième comme situation où ça devient encore plus difficile pour toi. Puis on avait identifié, c'est ça, au niveau économique puis professionnel, avec toute la non-reconnaissance des diplômes ou encore la non-reconnaissance de l'expérience, ancienneté, souvent dans le pays d'origine, par exemple, s'il y a... donc, on parle de plus en plus de déqualification professionnelle. Donc ça, dans le fond, c'est le lien d'emploi au niveau professionnel, le statut d'immigration ou d'emploi, d'immigration, pardon, et économique. Donc, si vous êtes, par exemple, rémunération à la pièce, au volume, donc il y en a quand même encore certaines entreprises là, qui ont ce type de revenus, ou encore si vous avez des obligations économiques, financières dans le pays d'origine. Donc, on s'avait rendu compte que ce cumul-là de ces 4 situations-là, ça générait beaucoup de vulnérabilité auprès des travailleurs, puis que c'était eux, en fait, pour lesquels il y avait un taux. On était capable de voir que le taux, par exemple, des lésions professionnelles, donc accident de travail ou maladie professionnelle, pouvait être plus élevé, ou du moins, et ça malgré la sous-déclaration qu'on voit puis qui est documentée là, au niveau des lésions professionnelles. Donc voilà, je pense que c'était toi, Dan, pour moi. Oui, merci. Donc, merci pour le lien entre la notion de précarité et la vulnérabilité. Ouais. Des travailleurs en ce moment sont en situation de vulnérabilité sans être précaires nécessairement, mais qui nécessitent quand même une attention particulière parce qu'ils vont se retrouver eux aussi très, très à risque de développer des lésions professionnelles. Tout à fait. Donc, ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et puis, la notion de précarité, mais je fais une petite parenthèse avec la notion de précariat qui est apparue il y a peut-être dans les années 70, à ce que j'ai lu. Le précariat, c'est la contraction de précarité et prolétariat. C'est intéressant parce que la notion de prolétariat est devenue caduque dans les sciences sociales depuis un certain temps et elle réapparaît avec la notion de précarité. Et ça donne lieu à toute une réflexion sur le phénomène généralisé de la précarité. Donc, si le précariat, le prolétariat, dans sa définition, disons, marxiste du terme, ne s'appliquait qu'à une classe sociale très défavorisée, pauvre, avec peu de moyens, le précariat est utilisé pour définir une classe, une très grande partie de la population qui, de la même manière, ne possède pas ces moyens de production, des moyens de pouvoir limités et des conditions de travail, comme on l'a dit tantôt, précaires, avec des liens d'emploi qui sont temporaires, incertains, etc. Donc, c'est intéressant de ramener cette notion-là qui touche un grand nombre de personnes. Nous, dans nos travaux, Jessica, moi, Rory aussi, on travaille beaucoup disons, avec les personnes les plus vulnérables, là, les nouveaux arrivants, les travailleurs étrangers temporaires, les travailleurs d'agence, c'est certainement les plus vulnérables de tous. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue que la précarité, la précarisation du travail, la métamorphose du travail, pour reprendre l'expression d'André Gorz, ça touche la société dans son ensemble et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un phénomène récent.
en SST nous présente ça comme quelque chose, une mutation récente du travail, mais ça fait 40 ans que c'est documenté et le processus est en marche. Le processus ne cesse de mener à une détérioration croissante de nos conditions de travail. Donc, et là, attendez de voir l'après-crise quand ça va être le temps de refiler la facture, parce que là, on délie les colons de la bourse, mais c'est certain que c'est pas ça va avoir un impact important sur les finances publiques, évidemment, et aussi là, ce qui va être demandé à la population en termes d'efforts collectifs, au nom de la lutte, la guerre au COVID. Bref. Il y a toute une rhétorique qui se met en place justement par rapport à ça. Et puis, je pense que Rory va se faire un plaisir de nous parler justement de cette rhétorique et des mesures gouvernementales. OK. Juste une précision, la question de précariat aussi a été très répandue dans le monde anglophone avec Standing à partir de 2011 avec son livre qui a été un best-seller en fait. Donc, c'est une des références aussi qu'il ne faut pas oublier. Ceci étant dit, Daniel avait parlé au début que j'allais vous donner des exemples sur les travailleurs étrangers temporaires. Pas vraiment. Peut-être lors de la discussion, je pourrais vous donner des exemples. Ce que je vais vous présenter, c'est plus une analyse, une observation. Vous allez voir le lien par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. C'est un lien entre la rhétorique qu'on retrouve en ce moment et les mesures prises par le gouvernement tant provincial que fédéral pour pallier et je dis bien pallier, à ce qui arrive en ce moment. Donc, si on parle des rhétoriques, ce qu'on entend depuis déjà un certain temps, c'est carrément une rhétorique de l'éloge de certaines professions qui, jusqu'à très récemment, avec quelques exceptions près, dont les médecins, n'ont jamais été très élogées. Donc, toutes les personnes qui travaillent dans les épiceries, les personnes qui sont en train de faire du transport, donc les camionneurs, etc., on commence à les appeler avec certains qualificatifs. Donc, on parle vous avez entendu les qualificatifs, nos anges gardiens. Hein? Quand jamais on n'avait parlé des anges gardiens pour les préposés aux bénéficiaires, on s'entend. On parle des nos héros, etc. Et on a sorti cette expression des services essentiels. Okay, pour qualifier toute cette masse des gens qui sont dans des emplois qui sont extrêmement précaires, de toute façon. Donc, on a cette rhétorique qui commence à sortir, qui est sortie dès le début presque. Et par la suite, vous avez une autre rhétorique qui se ressort, c'est celle qui fait l'éloge aussi d'un travail très précaire dans les fermes. Donc, on commence à dire, il faut sortir, il faut aller aider nos fermiers, allez-y aider. Donc, il y a eu des appels des légaux qui étaient très contents aussi le 21 avril de voir que les gens ont répondu à cet appel-là parce que, et je cite un peu, c'est un effort collectif, c'est pour l'autonomie du Québec, ça fait bien d'aller travailler dehors, etc. Donc, on dirait qu'on fait une espèce de discours romanesque du travail dans les fermes, dans l'agriculture. Mais cette façon de faire par rapport à l'agriculture, qui est des romanticistes, si vous me permettez l'expression, l'agriculture, le travail dans l'agriculture, n'est pas nouveau et n'est pas propre au Québec. On le retrouve aussi ailleurs dans l'Occident. En ce moment, on l'observe en Italie, par exemple, et ailleurs. C'est le même discours comme tel, qui proviennent d'ailleurs qui est mélangé aussi avec l'effet qu'on essaie de faire un transfert de la force du travail aussi. Donc, toute cette volonté de transférer les étudiants et les chômeurs à aller travailler dans ces secteurs-là pendant le temps qu'on aura besoin. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans le passé, historiquement, on a déjà essayé de faire des transferts de main-d'œuvre vers certains secteurs d'activité. Et ça, cette pratique, mais il est proposé
appuyés par des partis qui sont plus des droites conservateurs, mais aussi par évidemment, les producteurs agricoles qui sont bien contents d'avoir cette main-d'œuvre comme telle. Donc, vous avez cette rhétorique qui s'installe, mais en même temps, vous avez des mesures. Et les deux ensemble, vous allez voir, ça cache quelque chose de plus profond. Les mesures, vous les avez entendues, c'est au niveau fédéral et provincial. Au niveau fédéral, vous avez le programme canadien d'urgence, celui qui vous donne 2 000 $ par mois, OK? Ce qui n'est pas énorme. Il y a l'autre des 1 500 $ par travailleur étranger temporaire pour les agriculteurs, donc pour payer en fait les dépenses des 2 semaines dans lesquelles ils doivent être confinés. Et par la suite, vous avez récemment, ils ont annoncé entre autres le programme canadien d'urgence pour les étudiants. Donc, vous avez 1 250 $ par mois pour quelqu'un qui est tout seul ou 1 750, c'est énorme l'augmentation, hein, par mois, vous voyez l'ironie plutôt, pour un étudiant qui a une personne à charge ou qui a une incapacité. Donc, vous voyez, ça, c'est les mesures à ce moment directes pour les personnes. Je ne vais pas parler de toutes les mesures, j'ai juste fait une sélection. Au niveau provincial, et je parle du Québec seulement, vous savez, ces fameux 100 $ par semaine pour les personnes qui sont dans les services essentiels, comme incitatif à rester au travail, étant donné qu'ils savent très bien que c'est des gens qui gagnent très peu, et pour éviter qu'ils aillent chercher les 2 000 $ du fédéral. OK? Vous voyez donc la précarité à ce moment-là. Et vous avez aussi les 100 $ par semaine comme incitatif aux personnes qui vont aller travailler dans les fermes. Et ça, c'est aussi accessible aux travailleurs étrangers temporaires. Je signale que tout ce monde-là, il travaille au salaire minimum que devrait augmenter. Il va augmenter le 1er mai à 13,10 $ de l'heure. Donc, ce n'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de mesures limitatif, il faut même avoir accès à ces montants. Donc, il faut tout faire en ligne, il y a des dispositions particulières, donc ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès. Je vous donne un exemple, pour avoir accès aux 100 $ par semaine, entre autres, mais il faut avoir fait au moins 25 heures par semaine de travail dans les fermes, etc., etc. Donc, il y a plusieurs dispositions qui limitent l'accès des gens à ces montants-là. Ceci étant dit, ces montants-là, quand on les joint avec la rhétorique, ce qui cache en fait, c'est toute la précarité, et là vous me voyez venir de toute façon, toute la précarité de ces secteurs d'emploi. C'est parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est concentrer sur il faut aider la nation, il faut aider ces secteurs de production. On va aider les gens, mais on reste avec des chiffres, avec les salaires, mais on ne parle jamais des conditions, ou presque pas, sauf si on est forcé. Et on ne soulève pas le fait que ces travailleurs-là gagnent le minimum et que 100 $ par semaine, ce n'est pas beaucoup. C'est des gens souvent qui ne pourront pas nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration, qui travaillent dans ce secteur-là, qui ont très peu de possibilités de mobilité sociale aussi. Donc, vous voyez, ça fait juste cacher, maintenir. Surtout, ça ne fait que perpétuer les inégalités dans les conditions de travail, des salaires bas, et ça ne touche pas à l'essentiel, c'est-à-dire les inégalités dans les structures sociales. Donc, on ne touche pas à ce moment-ci aux structures sociales. Daniel l'a bien mentionné, l'après-crise, mais on s'attend à des coupures. On s'attend aussi à une augmentation du coût de la vie. Le FMI a déjà prévu une récession. Donc, et on se retrouve avec des gens on ne change pas leurs conditions. On ne fait que pallier minimalement et surtout maintenir les inégalités au sein même de cette structure avec ces mesures gouvernementales et qui se joint avec cette rhétorique qui permet de regarder ailleurs, en fait. Donc, vous voyez, c'est dans le fond, on ne fait que
mettre des patchs, si vous me permettez l'expression, et on ne touche pas à l'essentiel. Et ce qui s'en vient, je ne vois pas les choses de très bonne augure comme tel. Voilà, donc j'ai résumé ce que je voulais dire. Très bien. Est-ce que vous avez quelques mots de synthèse pour ramasser tout ça ou est-ce qu'on On avait des questions. Des questions, parfait. Parfait. En fait, on avait 2 questions, plus d'animation. Est-ce que toi, tu voulais les donner, Jessica, ou j'y vais? Tu peux y aller, Auré, vas-y. OK. Bon, la première question, c'est le contexte, je vous la lis. Le contexte actuel de la crise sanitaire peut-il servir de levier pour initier de nouvelles manières de faire pour mieux soutenir et protéger ces travailleurs ou bien enfoncer davantage ces travailleurs dans la précarité et la vulnérabilité? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième... Ça, c'était une seule question? Non, il y en a 2. On vous fait travailler. C'est une seule question. Elle était un peu longue, c'est pour ça. Donc, tu peux la répéter sur le chat, si c'est possible. Pardon? Tu peux la répéter, Georges, s'il te plaît? On va juste l'envoyer sur le chat. Je vais l'écrire pendant que vas-y. Daniel va l'envoyer et moi, je vais vous lire. Je l'ai déjà fait, c'est bon? OK, génial. Parfait. Et la deuxième, c'est comment pourrons-nous modifier les structures sociales actuelles pour diminuer ou éviter le maintien des inégalités sociales en santé? Oups. Voilà. Sur combien de temps pour répondre à ça? Vous avez 2 minutes. Toute la vie. 2 minutes chaque. Allez, vas-y. Joseph commence. Très bien. Donc, on ouvre la discussion. On aura 4h05. Habituellement, on arrête à 16h30. Si vous voulez, on peut dépasser légèrement de 5 à 10 minutes parce qu'on a commencé en retard. Mais c'est quand même vendredi, donc je ne veux pas abuser. Mais j'ajouterais juste une chose, Bob, c'est qu'il ne s'agit pas tant de répondre à ces questions-là que d'orienter un peu la discussion. Tout à fait. Donc, de quelle grille d'analyse on a besoin? Oui, c'est ça. Au moment où on se parle pour comprendre la situation. Ouais. C'est plus ça, je pense. Oui. Mais il me semble qu'il y a une contradiction dans les discours entre le fait qu'on insiste sur entre guillemets, mais c'est quand même présent, le prestige et l'apport de ces catégories de travailleurs à la crise actuelle. Et en même temps, sans doute après la pandémie, lorsqu'on va revenir à la normale, cet élément va devenir secondaire. J'ai l'impression qu'une des stratégies, peut-être, c'est d'insister pendant la pandémie, comme chercheur en sciences sociales, sur le prestige, la responsabilité, les risques, etc. Et de montrer qu'en fait, l'investissement financier ne correspond pas à l'investissement culturel, entre guillemets, occulte, entre guillemets, qui est rendu à ces personnes-là. Donc, moi, j'insisterai sur ce paradoxe. OK. François? Oui, alors rapidement, 2 choses. La première, c'est qu'il faut être sensible au vocabulaire qui est utilisé pour décrire ces travailleurs-là et ceux qui sont affectés. J'ai toujours eu une réaction à partir du jour 1 assez épidermique quand on parlait des anges gardiens, parce que c'est un discours qui est très moralisateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est désigné ange gardien, on peut difficilement se retirer sans porter ou sans vivre une certaine opprobre sociale, parce que c'est comme si on refusait de faire son devoir de service désincarné, désintéressé, presque vocationnel. Et donc, ça, je trouve que c'est non seulement, et ce que vous avez souligné, c'est juste, là, c'est des populations de travailleurs qui sont au départ assez précaires, mal payés, mal reconnus, mais au lieu d'utiliser un vocabulaire qui valorisait ce travail-là qui avait été, je dirais, plutôt mis sous le boisseau antérieurement, on a plutôt utilisé un vocabulaire assez moralisateur. Puis on fait la même chose, mais dans un autre domaine, quand on parle des aînés, qui est en fait parler des personnes âgées ou des vieux.
parce que ça présume que tous les autres, tous ceux qui sont en bas de 70 ans, on doit être considérés, donc désignés dans la presse comme des cadets. Hein. Donc, il y a la population des cadets. Les cadets de leurs soucis, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et la population des aînés. Mais ça, c'est un point. Le deuxième, c'est que moi, je suis assez pessimiste quant à la possibilité de transformation en profondeur du système dans la période post-COVID pour deux raisons. La première, on sait tous, là, c'est qu'on va vivre une récession ou un ralentissement économique assez important, ce qui va se traduire par une augmentation du taux de chômage qui n'est jamais propice à des réformes en profondeur du Code du travail ou même pour favoriser les regroupements collectifs comme la syndicalisation. Au contraire, on va avoir une armée de travailleurs qui vont devoir accepter des emplois qui sont probablement sous-qualifiés par rapport à ce qu'ils sont en mesure d'offrir. Et puis ensuite, on l'a souligné, mais il y a la crise des finances publiques parce que, Yorgi, même si on trouve que la somme de 2 000 $ est dérisoire, il faut bien voir que c'est quelque chose qui vise à compenser la perte de revenus pendant une période déterminée, si on veut, pour des personnes qui autrement auraient probablement eu droit à l'assurance emploi ou à l'assurance chômage, moi je préfère ce terme-là, pour des sommes inférieures à ce qu'ils vont toucher. Et donc, c'est une mesure temporaire qui va creuser le déficit et donc la crise des finances publiques va arriver au bout du compte. Et je pense que dans une perspective de justice sociale, les pressions vont être beaucoup plus fortes pour une réforme de la fiscalité pour empêcher les échappatoires fiscales et le recours aux paradis fiscaux pour les grandes entreprises et les grandes multinationales qu'une réforme, je dirais, des conditions de travail des gens qui se trouvent au bas de l'échelle, qui, au final, là, je veux dire, historiquement, qui paie pour les pots cassés quand il y a des situations de crise? C'est quand même pas le président de Bombardier qui voit sa rémunération baisser. C'est toujours des gens qui sont en première ligne et qui sont considérés comme des travailleurs corvéables et épuisables, puis ensuite remplaçables et jetables, surtout quand on est dans une situation d'excédent de main-d'œuvre. Et donc, je suis assez pessimiste quant à l'avenir, à la lumière de la lutte contre la précarité. Je pense qu'on va plutôt vivre une situation assez difficile à cet égard-là. D'ailleurs, François, c'est intéressant que le gouvernement a décidé de garder, de garder l'alcool et le THC comme service essentiel. Et c'est vrai que c'est le métier des personnes qui travaillent dans le SAQ et l'autre sont devenus des héros aussi. C'est héroïque pour la fiscalité de l'État parce qu'on sait que le gouvernement ne peut pas se priver de ces revenus-là ce temps-ci. Mais je pense que quand Legault avait parlé de le SAQ comme service essentiel, il avait dit que c'était pour éviter le chaos social, mais c'était aussi pour éviter le chaos fiscal. Je sais pas. Tout à fait. Il y a aussi la Société québécoise du cannabis, là. Il faut en parler. Si vous me permettez. La loterie joue dans les mêmes eaux. Je ne sais pas si il y a des études là-dessus. Jorge, oui, j'avais comme un autre commentaire pour répondre pour une question à vous poser, mais Jorge, tu veux répondre avant? Okay. En fait, François a tout à fait raison. Moi, je ne vois pas les choses d'un très bon œil dans ce qui s'en vient, et d'autant plus que Legault et d'autres gouvernements, ils sont en train de préparer le terrain. Il l'a déjà dit que le temps qui s'en vient après la crise, ça va être difficile, même Trudeau l'a dit, donc il va falloir effectuer des sacrifices. Il commence déjà à préparer le terrain avec tous ceux avec qui il rentre en négociation ou il est déjà en négociation. Donc, ça ne s'annonce pas très bien. Joseph? Il y a deux choses. La première, c'est que Legault, cette semaine, a dit que les négociations avec des instances syndicales se passaient bien. Alors, dans une des conférences de presse qu'il a données, et aujourd'hui, il a parlé de la nationalisation de tous les CHSLD
Et donc, en quoi ça va aussi peut-être intervenir sur la question de la précarité et les salaires de personnes qui travaillent dans les CHSLD à plus long terme? Espérons-le, mais il ne faut pas oublier aussi que dans les CHSLD, non, je parle juste du secteur public, il y a aussi énormément de problèmes. Historiquement, dans le passé, il y a eu tellement de réformes. Il y a eu la réforme avant celle des barrettes, dans lesquelles on avait tellement de problèmes parce qu'on avait mis ensemble les CHSLD avec les hôpitaux. Il n'y avait même pas assez des matériels dans les CHSLD. Et quand, par la suite, on les a scindés, ça a été mieux, mais par la suite, on a recommencé à faire la même chose et les gens qui travaillaient dans les CHSLD savaient très bien ce qui allait arriver parce qu'ils l'avaient déjà vécu. Donc, tu vois, moi, je ne m'attends pas à grand-chose de ce côté-là. Quand on dit on va nationaliser, je reste. J'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait. Moi, j'aimerais ça rebondir sur cette question-là, Jorge. C'est que je n'ai pas cherché, mais je n'ai pas vu de façon facile non plus des informations sur cette catégorie de travailleurs particuliers qui est celui des préposés dans le système de santé, mais surtout dans les CHSLD. Tout ce qu'on entend, il y a de plus en plus d'informations qui circulent par rapport aux conditions pour les patients. On ne parle pas beaucoup pour les conditions des travailleurs, d'après ce que j'ai vu, mais je sais que les deux sont liés. Je vais peut-être vous envoyer l'article, mais j'ai un ancien collègue à moi. En fait, on a fait nos études ensemble, il s'appelle Vin Kim Nguyen. Il est de retour à Montréal, je pense, pour la pandémie, et il s'est fait interviewer dans le Journal de Montréal, et il explique les conditions de base horribles dans les centres en disant que ce n'est pas uniquement du COVID-19 que les gens meurent, c'est des trucs de déshydratation et puis de faim aussi. Et ça, c'est manque de personnel. Mais on sait aussi que ces préposés sont, depuis un certain temps, majoritairement des immigrants. Donc, il me semble que dans notre analyse de cette situation-là, il faudrait mettre l'accent sur certains types de travail qui sont où il y a comme majoritairement des gens issus de l'immigration récente. Est-ce qu'on a des sources d'informations sur les préposés ou bénéficiaires dans les centres? Oui. On ne l'a pas mentionné, là, mais on l'a mentionné dans le texte, mais effectivement, on en a par rapport avec la CNSS, non, avec Statistique Canada aussi. Bref, on a un document, me semble, là-dessus. Ben? Oui, on a des choses là-dessus. Oui. Avec selon les professions, c'est quoi le nombre? Et qu'est-ce que vous savez sur ces groupes de personnes? C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qui ont déjà une formation en santé ou soins ou médecine ailleurs, ou est-ce que c'est des gens qui se recyclent complètement? Moi, j'entends qu'ils sont payés, qu'ils sont presque pas payés tellement que c'est mal payé et que les conditions de travail sont horribles, surtout à cause de cette idée lean qui est celui de l'équipe volante. Donc, les équipes qui se déplacent, pas uniquement le fait que les employés viennent des agences de placement temporaire, mais c'est aussi qu'il y a comme cette idée, principe de base que les équipes doivent voler partout. Ça, c'est comme, il paraît que c'est vraiment sournois comme mécanisme. On ne peut pas fournir un portrait précis de la situation parce qu'on n'a pas les données pour ça. Mais c'est sûr que on commence à collecter des informations là-dessus, mais de manière indirecte, comme dans le projet sur l'Alliance thérapeutique. Parmi les travailleurs blessés, il y a des préposés bénéficiaires qui nous racontent le contexte survenu de leur accident, qui nous racontent aussi les conditions de travail auxquelles plutôt elles sont soumises. Et ça fait le pont avec justement les procédés Lean Management qu'ils appliquent en santé et la définition très, très, très instrumentalisante des tâches. Donc, c'est des gens que
les récits qu'on commence à recevoir, c'est des gens qui sont déclassés ou qui avaient une formation en soins infirmiers dans leur pays et qui vont chercher une formation rapide parce que la formation de préposé bénéficiaire, c'est quand même assez rapide. Donc, ça permet rapidement d'intégrer le marché du travail. Et puis, avec des gens qui ont quand même une fibre humaniste, si on veut, qui veulent aider, qui veulent interagir avec les patients, mais qui se font dire de ne pas parler aux patients parce que ça les rend moins productifs. Donc là, on entre dans la dimension lean. Tu définis une tâche de manière. Tu changes les couches, tu nettoies les draps, tu changes le savon, mais tu ne parles pas aux patients parce que là, tu deviens. Ce n'est pas une tâche essentielle à ce qui a été défini. Donc, c'est terrible parce que c'est quand même le principal point de contact que les bénéficiaires peuvent avoir. Il ne voit pas l'infirmière tout le temps, il ne voit pas le médecin, il voit le médecin encore moins souvent, mais la préposée bénéficiaire, il la voit souvent, ils ne peuvent pas parler. Donc, parfois, ils peuvent être perçus comme « mais pourquoi ils ne me répondent pas? Pourquoi? » Parce qu'ils n'ont pas le droit de leur parler. Oui, il paraît qu'on ne les voit pas très souvent. Si vous me permettez. J'enchaînerai avec une question qui a été posée par Rory. Attends, Dan, j'allais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Quand tu parles, il y a une formation qui est très rapide, c'est tout à fait vrai. Et il y a des niveaux des formations aussi. Parce que les bénéficiaires qu'on retrouve dans les CHSLD qui sont les mieux formés, c'est une formation de 1800 heures. OK? Mais dans les résidences privées, c'est des formations qui, des fois, durent une journée, une couple d'heures, et d'autres 2 mois, 3 mois. Il y a une disparité énorme en termes de formation. Il y a une disparité énorme en termes des salaires aussi, parce que les mieux payés sont ceux qui sont dans le public, on s'entend. Mais les conditions sont exécrables un petit peu partout. Dans le public, vous pouvez avoir une CHSLD dans laquelle vous avez 2, 3 propositions bénéficiaires qui doivent couvrir tout un étage des personnes. Et là, quand on parle d'un étage, c'est des 60 à 70, peut-être 80 personnes, des fois. Ouais. Donc, les conditions ils sont en train de courir tout le temps. Donc, comment voulez-vous qu'ils puissent faire les choses pour lesquelles ils ont été vraiment formés aussi? Puis, tu sais, je me rappelle, en fait, il y a dans le cadre du projet que Daniel il parlait tantôt, Alliance thérapeutique, moi, ça m'a vraiment, je suis encore un peu sous le choc de de cet élément-là dans une entrevue, c'est que c'était une femme que justement, elle était préposée bénéficiaire, elle travaillait dans un hôpital, je me rappelle bien. Puis à un moment donné, tellement que c'était trop difficile pour elle, elle a choisi de changer d'emploi pour aller comme dans les services correctionnels. Pour elle, c'était plus facile d'être agente dans une prison qu'être préposée aux bénéficiaires. Puis à ce moment-là, c'est sûr, ça avait paru probablement mon non-verbal, puis j'avais posé la question, mais en quoi que tes conditions de travail sont plus facilitantes ou meilleures dans une prison que dans le système de santé? Puis clairement, ce qui avait fait la différence, c'était le collectif de travail. Il paraît que dans le système de santé, souvent, surtout, il y a beaucoup de femmes, puis c'était beaucoup dans la confrontation, harcèlement, beaucoup de l'effritement des collectifs, là, même qui vont se mettre chacun à dos là, pour... c'est comme séparer pour mieux régner. Là. Bon, c'est un peu ça. Puis qu'elle ne vivait pas ça du tout. C'était l'inverse. Le collectif était super uni. C'était comme une famille. Mais on s'entend, là, on parle quand même. Oui. C'est d'une prison. Puis que pour elle, c'était le plus facile. Juste 2 secondes, j'aimerais juste vous montrer une image qui m'a été envoyée par un ami qui travaille dans le milieu des centres des CHSLD. C'est une affiche qui a été mise sur le poteau. En fait, il y a toute une série d'affiches aux alentours du CHSLD qui fait directement une sorte de cri de cœur, là. Wow. Et quand vous voyez le contenu du texte, on se demande, mais quel est l'état de... Et selon ce collègue, ce CHSLD serait parmi les meilleurs dans la région.
Et c'est là que Robert Vachon était logé pendant plusieurs années. Et Kalpana a comme documenté tout le processus de son soin qui était pour elle une négligence et même maltraitance. Et comme elle avait mis des caméras dans les salles, mais elle a été capable de capter, enregistrer. Elle va se faire interviewer par les journalistes dans les semaines à venir. Mais vous voyez l'état de... Ça, c'est vraiment travailler dans la précarité. Oui. Ouais. Il y a, tout ça, ça me fait penser à un autre élément juste pour illustrer les conditions de travail, c'est que depuis qu'il y a eu la réforme et qu'on a envoyé toutes les personnes avec des problèmes de santé dans les CHSLD, mais ils se retrouvent avec ce type de personnes-là qui peuvent aussi, souvent en fait, ils ont des crises et qui deviennent très agressifs. Et donc, les situations c'est juste le terme en anglais qui m'en vient, injure au travail, ça devient beaucoup plus problématique. Traiter ces gens-là, c'est pas évident. Il faut avoir une formation aussi quand même. Donc, en fait, c'est pour dire qu'il y a différents types de problématiques liées à différents types de personnes qui sont dans les CHSLD aussi, qui rendent le travail encore plus difficile. Tout à fait. Oui, parce que c'est supposé être des soins personnalisés. Là, je remarque qu'il est comme 4h20, donc j'aimerais, comme on fait à chaque semaine, voir si on peut réfléchir ensemble sur la meilleure façon de présenter ces analyses pour des publics, je dirais plus non universitaires, que ce soit les arguments et les éléments à retenir, mais on aimerait aussi réfléchir sur la meilleure façon d'expliquer ces éléments-là à des publics non avertis. Je vois Maude qui... J'aurais une question quand même importante, surtout pour la suite, c'est que quand on pense à toutes les crises dans les CHSLD, puis tout ça, une question, tu sais, j'avais vu quelque part qui nous disait « Ah, ça c'est la ligne pour la courbe, mais pourquoi personne ne se questionne pour la ligne, pourquoi elle est aussi basse? » Puis le questionnement qui m'est venu, c'est est-ce qu'on devrait préparer un système à gérer une crise comme ça? Puis, je suis sûre que je ne suis pas la seule qui se questionne ça. Puis, ce qui serait important dans la suite, c'est de présenter la précarité, tout ça, oui, en temps de crise, mais c'est parce que si on fait comme comprendre, les gens sont précaires parce qu'on est en temps de crise, comme si en même temps, c'est comme normal parce que c'est une crise, mais c'est important de le soulever d'une certaine manière pour montrer qu'elle était là avant. Mais fait que c'est pas nécessairement une question, mais parce que ce que je comprends, vous avez parlé beaucoup de précarité qui était présente avant la crise. Donc, est-ce qu'on évacue la crise ou qu'est-ce que la crise a comme effet? Est-ce à l'amplifie? Ça, je suis d'accord, mais mettons, qu'est-ce qu'on devrait... est-ce qu'un système devrait être prêt à gérer la crise? Ou est-ce que, mettons, le niveau de précarité avant crise devrait être beaucoup moindre pour, mettons, que maintenant c'est la crise, on devrait s'attendre à un niveau peut-être de précarité plus grande, mais qui devrait être moindre? Ou c'est quoi l'effet de la crise selon ce qu'on souhaiterait, puis l'idéal, mettons? Parce que, mettons, que dans un idéal, je pense pas non plus qu'on peut tout avoir les ressources, puis la main-d'œuvre, puis toute la formation pour gérer une crise comme ça. T'sais, on voit ça peut-être aux 10 ans, exemple. Mais... je ne suis pas claire dans ce que je veux dire, là, mais... Tu es en train de formuler quelque chose, c'est intéressant. Qui aimerait rebondir là-dessus? En fait, je pense que si on regarde les emplois qui étaient précaires pré-COVID, la crise a juste a comme mis en lumière, finalement, dans la société, cette précarité-là en emploi. Parce qu'ils sont devenus des emplois essentiels qu'avant, il n'y avait aucune reconnaissance. Puis la société, je veux dire, elle ne se préoccupait pas vraiment de ces conditions-là de travail, mais que là, à cause qu'on est dans une situation de COVID, puis que les gens sont en confinement, puis qu'ils ont donc bien besoin de stocker du stock à pu finir là, chez eux, ben c'est comme si on s'est rendu compte de ça, de leur précarité. Mais on s'entend, les CHSLD, ça fait des dizaines je veux dire, c'est pas nouveau comme phénomène. C'est juste que c'était invisible. Puis
Puis on parle souvent de ça, l'invisibilité, la précarité au travail. Fait que là, à place que ça soit invisible, la crise, ça a juste amené cette visibilité-là dans la société. Mais est-ce que ça va changer? Bien, en fait, c'était pour ça la question. On pourrait peut-être espérer que que ça puisse être un levier pour justement minimiser, diminuer cette précarité-là en emploi. Mais clairement, on a eu quelques commentaires, on est plutôt pessimiste parce qu'effectivement, il va y avoir d'autres problèmes économiques que la société va vivre parce qu'on va avoir les ressources, les moyens, la main-d'œuvre pour le faire. C'est un gros point d'interrogation. Mais je pense que c'est plus ça, c'est la question de visibilité que ça l'a amené. La crise, pour présenter la précarité en temps de crise, il faudrait dire que oui, la crise amplifie, mais la crise est surtout quelque chose qui rend visible quelque chose qui était déjà existant. Oui, c'est ça. Mais il faut quand même vouloir l'observer et la voir, la rendre visible. Oui, aussi. Parce qu'en ce moment, mais il y a eu des crises aussi ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité, dont les entrepôts, mais on entend très peu parler. On n'en met pas nécessairement l'emphase là-dessus. Donc, il y a des gens qui ont été contaminés dans les entrepôts, ici, au Québec, et on n'en parle pas. Il y a des suicides en ce moment, même pour certains travailleurs. On n'en parle pas. Ouais. Là, maintenant, on a su, par exemple, qu'en Alberta, il y a eu un regain dans une compagnie qui fait le traitement des viandes, et qui, par la suite, dès là, ça s'est propagé à nouveau dans les CHSLD. Pourquoi? Parce que les personnes qui étaient en contact avec ces gens-là, donc les femmes, mais ils travaillaient dans les CHSLD. Et à ce moment-ci, on vient de savoir qu'à Vancouver, mais c'est la même chose. Il y a, pas la même chose nécessairement, mais il y a une industrie des volailles dans laquelle il y a un problème avec la COVID. Ça a ressurgi à ce moment-là. Donc, tout ça, il ne faut pas l'oublier, c'est lié aux conditions de travail, aux conditions sociales, aux conditions de travail. Là. Moi, je pense que quand on va parler de ça, il y a Guy qui voulait parler. Juste dire que quand on va parler de ces enjeux-là dans nos textes et dans les capsules, il faut vraiment insister. Moi, je pense que le cas des préposés dans les CHSLD, c'est un cas super intéressant, non seulement parce que c'est en grande majorité les immigrants, mais aussi parce que c'est le fait c'est des personnes qui s'occupent des aînés. C'est pas des poulets, c'est pas des boîtes d'Amazon, là, c'est pas des pommes et des oranges, c'est des êtres humains qui sont souffrants et mourants. Du point de vue interculturel, on a cette idée qui est peut-être un cliché, mais il faut le dire quand même. On a cette idée que les personnes qui arrivent, des nouveaux immigrants, sont beaucoup plus, de façon générale, sont beaucoup plus sensibles aux relations intergénérationnelles et ont plus tendance à avoir du respect pour la dignité des personnes âgées. Bon, ça, je l'ai mal dit, mais vous savez de quoi je parle. Il faut trouver une façon d'expliquer ce phénomène-là, surtout parce que le changement démographique dans les sociétés fait que une grande couche de la population est vraiment en danger. Il y a Guy qui voulait parler et Maud. Oui, moi, en fait, très brièvement, là, c'est parce que je trouve qu'on est actuellement dans une... Puis je dois dire là, que moi, j'ai travaillé à la protection de la jeunesse. J'ai parlé beaucoup avec des gestionnaires en disant de mes anciens collègues, là, j'ai dit exactement comment vous pouvez percevoir la situation qu'on entend où les gens qui ont un mandat de protection quittent finalement leur emploi, ni plus ni moins, ils ne quittent pas, mais je veux dire, ils se mettent en marge de leur travail, alors qu'ils ont effectivement ce mandat-là de protéger la société. Et dans ce sens-là, je fais le lien là, avec le fait que si on avait des policiers, mettons, on va prendre, là, ou des pompiers, qui finalement quittent parce qu'effectivement, ils ont peur de se brûler ou en fait, donc on est effectivement dans une situation de désaffection. Et là, on ne parle pas de personnes en statut précaire. Là. On parle de gens qui, même à la maison, ont leur plein salaire et qui finalement bénéficient de conditions marginales et des avantages sociaux importants. Et donc, on se rend compte que même à cela, il y a une désaffection.
Donc, pour moi, dans le fond, je me dis, c'est là qu'il se trouve être le paradoxe, parce qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup des gens, puis certainement, étant dans le milieu agricole, je connais exactement la situation où finalement, les gens sont payés au salaire minimum. Et je sais très bien que pour les employés non spécialisés, je ne parle pas des gens qui sont spécialisés, je ne parle même pas non plus de la machine qui n'a pas été capable, mettons, de recruter suffisamment parce qu'elle s'est embourbée. Mais pour moi, dans le fond, parce qu'il y avait eu des personnes qui ont levé la main, mais qui n'ont pas été appelées. Et ça, j'en connais. Mais moi, en fait, je fais une comparaison entre deux niveaux. Le premier niveau, qui est celui, mettons, institutionnel, et le niveau communautaire. Actuellement, moi, je veux juste rappeler que c'est le milieu communautaire qui supporte actuellement, je dirais, cette désaffection-là, mais qui est empêché d'entrer à l'intérieur des institutions, alors qu'on aurait dû se fier sur le personnel déjà en place pour pouvoir le faire. Mais là, actuellement, là, c'est un peu comme si on disait, là, puis ce que j'ai entendu aujourd'hui du premier ministre, c'est un peu comme si on disait, écoutez, on a besoin des bras pour maintenir l'ordre parce que la police n'est plus présente. Là. Donc, c'est pour ça, pour moi, dans le fond, il y a comme une, j'appelle ça quelque part, là, une rupture, c'est ça, j'appelle ça une rupture dans l'offre de services qui n'est plus garantie par ceux et celles qui ont le mandat pour l'accomplir. Et là, indépendamment des conditions financières et indépendamment de ce que j'appellerais, oui, l'élément vocationnel peut-être, mais au moins au niveau de l'objectif qui les maintient en emploi. Je m'arrête là, mais moi, je trouve qu'on ne l'a pas bien abordé et je pense que ce sera un élément à approfondir. Merci, Guy. Daniel, tu voulais dire quelque chose ou... Non? OK. Donc, est-ce que pour les gens qui vont travailler sur les textes ou sur le capsule, est-ce que ça vous donne assez d'éléments pour savoir quels éléments retenir et puis comment les présenter dans les textes ou dans les capsules? Maude, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste résumer, là, si je comprends, puis avec une question pour Yorgé. La crise a comme 3 effets sur la précarité qui était... Allô? Je pensais pas sur mieux. Non, vas-y. Elle va amplifier les précarités. Je suppose qu'elle va en créer des nouvelles aussi, non? Surtout avec les nouvelles conditions de santé, salubrité. Et elle met en lumière ou elle dévoile certaines précarités qui existaient. Puis là, Yorgé, je vais revenir sur ce que tu as dit. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on regarde plus certaines précarités que d'autres? C'est justement la sélection qu'on fait. Aujourd'hui, Bob l'a mentionné quand même, c'est l'effet des... c'est plus urgent, si tu veux, ou c'est plus visible, ou j'arrive pas à trouver le meilleur mot, en fait, pour dire que quand il y a une vie humaine sur la ligne de front, c'est-à-dire les personnes âgées, donc c'est clair que ça va ressurgir parce que ça va faire parler beaucoup plus, ça va faire un effet beaucoup plus grand que lorsqu'on est en train de parler de quelqu'un qui peut contracter la maladie, mais qui n'est pas nécessairement affecté directement, sa vie va être affectée directement. C'est-à-dire il va mourir, tu vois. Donc, c'est peut-être un des éléments. Mais aussi, c'est l'effet que en ce moment, on a déjà guidé. Il y avait déjà un biais particulier dans cette crise-là. C'était une crise sanitaire. Donc, directement, le regard s'est tourné vers le secteur de la santé. Et on a délaissé tous les autres secteurs, même si par définition, une crise sanitaire comme celle-ci, ça affecte tout le monde. Tu vois, déjà, je vois qu'il y avait probablement un biais dès le début qui fait que ton regard s'oriente vers un endroit particulier. Donc, moi, je pourrais l'expliquer comme ça, mais sûrement qu'il y a d'autres facteurs aussi. Je ne sais pas si Dan ou
Jessica veut rajouter quelque chose. Mais j'avais juste une question, Maud, quand tu disais que le nettoyage puis l'hygiène, que ça allait créer de la précarité, je suis pas sûre de comprendre. Ben, je me disais juste qu'il y a des précarités qui existent, puis je me disais, j'ai essayé de regarder la précarité en temps de crise, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis j'ai compris que tu m'avais dit que ça amplifiait la précarité et en lumière qui existait, mais ça doit en créer des nouvelles. Non? De savoir que, exemple, t'es peut-être pas précaire. Je peux, exemple, une personne en retraité qui travaille dans une épicerie juste pour subvenir, pas pour subvenir à ses besoins. Mettons qu'elle a un mari qui gagne convenablement, fait que cette personne-là n'est pas considérée comme précaire, mais là, avec la crise sanitaire, où ce qu'elle peut peut-être se faire infecter, là, il y a une nouvelle précarité qui arrive. Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a des nouvelles précarités qui sont créées par la crise? On peut, puis on doit le dire, surtout avec tout ce qui se fait en rapport avec les itinéraires, les itinérants. J'ai des échos des gens de la ville qui ont vraiment des nouvelles formes d'itinérance qu'on n'a jamais vues avant. Et donc, c'est ça. Mais c'est sûr que moi, dans le travail, en tout cas, avec toute la veille scientifique qu'on a reçue, j'ai pas vu ce phénomène-là. Là. Laquelle? Non. D'ajout de précarité, mais c'est sûr que nous, mettons, notre veille scientifique à l'IRSST, c'est vraiment au niveau du travail, là, pas des itinérants au niveau sociaux. Là. OK. Fait que là, c'est pour ça que je dis, dans ce que moi j'ai suivi, mettons, à l'Institut, j'ai pas vu ce phénomène-là. Puis même, je dirais que mettons, si tu voulais dire, par exemple, les emplois dans lesquels ils travaillent, qui ont des mesures d'hygiène supplémentaires ou autres, que ce soit l'alimentaire selon moi, ils étaient même peut-être mieux outillés pour faire face à la crise à cause de leur système de qualité. Fait qu'on a été moins dépassés par les événements que d'autres entreprises qui n'avaient pas de système de qualité, puis que là, ils devaient le bâtir assez rapidement. Mais selon moi, les usines alimentaires, ce sont eux qui sont peut-être été plus résilients dans la crise. Donc, on ne voit pas de nouvelles... Tu veux dire, Jessica, qu'ils avaient des systèmes de contrôle de qualité? De contrôle, d'amélioration de qualité, eux autres, il faut qu'il y ait soit safety on appelle ça des systèmes de qualité. Oui, c'est des normes. C'est ACEP, c'est SQF. Il y a Joseph, les Joseph qui voulait dire quelque chose. Oui, Joseph? Oui, il me semblait qu'il faudrait insister aussi sur le fait que ça va être à long terme. Aussi. Parce qu'on n'est pas en train de parler juste de là, il va y avoir toute la longue période du déconfinement où cette question de précarité, elle va être dominante. Moi, je crois que c'est un aspect. Là, il ne faut pas juste être là, mais il faut voir ce qui s'en vient. Ce matin, il parlait d'une longue période. Et tout le monde parle de 2 ans. Je veux dire... Mais ça a l'air dans le point de presse ce matin, je ne l'ai pas écouté, mais ça a l'air qu'il était presque, il n'y a plus de problème, il faut oublier le confinement et tout. Non. Mais en tout cas, ce n'est pas ce dont a parlé Arruda. Lui, il a dit il faut le masque, voilà comment le faire, il faudra le porter. Ça va être très long. Je ne sais pas si c'est pertinent pour les capsules. Si tu veux des informations sur les nouvelles formes d'itinérance, je peux aller chercher. Jessica, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, si ce n'est pas des nouvelles formes de précarité. Pour l'instant, c'est pas ça. Pas des nouvelles formes de précarité, mais il y a au moins des gens qui n'étaient peut-être pas dans la précarité qui sont maintenant dans la précarité. C'est ça, voilà. Il me semble qu'il y a des gens qui l'étaient déjà et qui vont se retrouver encore plus en précarité parce que les conditions dans lesquelles ils étaient déjà limites. Je pense entre autres là, aux travailleurs qui sont les travailleurs allophones qui sont dans différents secteurs manufacturiers, ce que Sylvie Gravel avait documenté il y a une dizaine d'années, des entreprises qui étaient presque monoculturelles, dans le sens où des employeurs qui embauchent des gens de leur propre pays et qui se retrouvent donc à perdre leur emploi pour différentes raisons. Et qui doivent par la suite se retrouver un nouvel emploi, mais se retrouver un nouvel emploi avec les barrières linguistiques, c'est très difficile. Donc, ça pouvait marcher au début, mais au début, dans des conditions
X. Là, on arrive dans d'autres conditions où la personne ne peut pas réintégrer son emploi avant sa blessure ou l'emploi d'avant la fermeture de l'usine, par exemple. Ça, c'est pas une nouvelle précarité. Ça fait juste s'ajouter au parcours souvent chaotique de certains travailleurs. Mais je ne pense pas, comme Jessica, il n'y a pas de nouvelles formes de précarité. Elles sont là, elles sont connues. S'il y en a des nouvelles, ben, ça reste à voir. Si vous me permettez, deux points que Daniel m'a fait penser rapidement. Excuse-moi, il faut juste qu'on résume parce qu'il est déjà 40. Il y a Jorge et Joseph et après ça, je vais demander de fermer le... OK. Donc, je rappelle, même l'accès aux subventions que le gouvernement donne, c'est très limitatif. Si vous n'avez pas tous les documents nécessaires pour les envoyer, mais votre dossier n'est pas traité. Donc, vous avez beaucoup de personnes en ce moment qui n'ont pas de numéro d'assurance sociale qui est à jour, des personnes qui n'ont pas reçu leur relevé d'emploi et donc ils ne peuvent pas l'envoyer parce que la compagnie est simplement enfermée, ils ne l'ont pas envoyé, et que leur dossier ne les ont pas traités, etc., etc. Un autre point que je voulais soulever, c'est que quand vous avez des gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui reçoivent beaucoup moins de ce qui était habitué à recevoir, imaginez-vous les gens qui sont en ce moment ici ou ailleurs aux États-Unis qui doivent renvoyer de l'argent dans leur pays pour faire maintenir leur famille. Donc, vous voyez, la précarité, elle se répand un petit peu partout parce que vous avez beaucoup moins d'argent. Je ne m'en souviens plus quels sont les chiffres, mais on calcule déjà que le transfert d'argent va chuter énormément dans les pays qui reçoivent ces travailleurs étrangers, en fait. Il y a Joseph. Oui, mais moi, je me demandais, complémentairement à la précarité, c'est le maintien des risques par rapport au corona. Et le fait que la question des assurances, quand quelqu'un tombe malade et qu'il est le pourvoyeur de la famille, est-ce qu'il y a une discussion quelconque sur ces dimensions-là qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui tombent malades parce qu'ils étaient en première ligne? Est-ce qu'on va assurer leur salaire? Est-ce qu'on va leur donner une prime complémentaire? J'ai l'impression que c'est important aussi à voir qu'il y a une précarité qui va être associée à des risques de vulnérabilité au corona pour des mois à venir. OK. Est-ce que, Daniel, peut-être tu l'as déjà dit, est-ce qu'on garde l'idée de cumul de précarité dans les documents, admettons, dans les textes ou dans les capsules? Peut-être qu'on a déjà parlé de cet aspect-là. Ou à Jessica ou à Jorge, est-ce qu'on pourrait peut-être juste le noter puis revenir là-dessus après? En fait, c'est que tu as besoin de plus d'infos, c'est ça? Ou juste savoir, est-ce que vous pensez que ça devrait faire partie des textes ou des capsules? Il me semble que c'est un concept... comme vous voulez, dans le fond. Moi, je pense que ça serait intéressant, vu le thème, et vu qu'on a, que vous avez, nous avons déjà publié là-dessus. Ça serait bien, je pense. Bon, là, je propose d'arrêter là. J'aimerais juste dire un gros remerciement à nos 3 collègues pour cette mise en contexte et pour les analyses. Remerciement aussi à l'équipe de Maude et puis les personnes qu'elle va mobiliser pour soutenir dans la production des capsules et des textes. Je vous rappelle donc que la semaine prochaine, on se donne un petit congé. Et rien ne nous empêche de faire des Zooms informels pour prendre un verre ensemble. Mais on va se revoir donc pour le prochain atelier qui sera, pas le 1er, mais je pense que c'est le 8 mai. Et puis on va vous relancer par rapport au thème, et je pense qu'on a déjà d'excellentes idées pour la suite. Moi, si le thème de la mort est retenu, je pourrais en être responsable. Parfait.
Est-ce que Daniel, je suis sur OK. Daniel, Jessica, Yorgué, je sais que vous voulez peaufiner votre texte là, pour faire un peu plus officiel, mais de manière non officielle, vous pensez que vous pourriez me le partager bientôt? Oui, on va produire Oui. une synthèse du grand texte qu'on a. Là. OK. Ben, vous pouvez m'offrir le grand texte que vous avez, là, plus j'en ai. Ben, pour moi, puis aussi C'est pour faire une synthèse? Ben, moi, c'est pour les capsules. OK. Puis, je ne sais pas si vous voulez aussi, comme on a fait avec les textes de Joseph et Pierre, si je voulais faire la synthèse, par exemple, pour mettre sur le site web, ça serait bien. Mais le plus tôt possible, la version que vous avez pour le moment, juste pour moi, ça serait parfait. Okay. François et moi, on a eu moi, je n'ai pas de problème à t'envoyer la version qu'on a actuellement. Il faut juste que ça soit clair entre nous, que ça reste une version, un document de travail, là, donc à ne pas diffuser. Parce qu'on travaille là-dessus pour en faire un document plus officiel, disons. C'est ça qu'on a dit au début, c'est que tous ces éléments-là sont vraiment à géométrie variable selon le public qu'on va cibler. En parlant de notre atelier sur la distanciation sociale, François et moi, on s'est dit qu'on pourrait peut-être même écrire un mini-texte à faire circuler dans les médias à partir du capsule lui-même. Parce que la capsule est déjà assez synthèse. Il reprend des nouveaux éléments et puis d'anciens pour expliquer ça de façon très vulgarisée. Donc, on pourrait juste à chaque fois écrire des textes courts de grande vulgarisation à partir de ce qui est fait par les capsules. Joseph? Est-ce qu'il y avait pour la présentation sur la mort, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui voudrait me donner un coup de main? Parce qu'il y a beaucoup de matériel. Oui, il y en a beaucoup. Hein? Oui, mais j'ai fait déjà une recension d'articles et c'est vraiment considérable ce qui se produit. Oui. Donc, s'il y avait quelqu'un qui m'aidait un petit peu à la lecture et à la thématisation, ça serait un exercice. Comment? Si c'est pour un atelier dans 2 semaines, je pourrais t'aider. Parfait. Donc, je vais t'envoyer mon... Tiens, puis on se parlera pour la division du travail. C'est bon. Bien, s'il y a d'autres personnes, n'hésite pas à contacter Joseph. Oui. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un excellent week-end de confinement. Merci à vous. Bye. Merci. Salut. Bye. Bye. Mathilde, tu restes, on va continuer? Je m'en vais. Allez, bye bye. Au revoir. Ciao. Au revoir, merci. Je n'ai pas contribué beaucoup, mais je vous suis là. Super, merci d'être là. Oui. Bob, je te contacterai probablement au cours de la semaine prochaine. J'ai besoin de te parler. Parfait. Merci. Comme tu peux imaginer, je travaille de la maison. Okay. Moi aussi. Ciao. OK, donc Mathilde, oui, comment tu vois ça? Je regardais un peu. Toi, tu avais des questions pour moi sur le blog? Ou? Je voulais juste que tu vérifies les textes qui sont là, comme dans la section à propos, puis le premier post du blog, j'avais fait un petit résumé, genre. Fait que si tu veux checker un peu, avant que je le diffuse plus,